Hop, salut. Donc, aujourd'hui, on va parler de mise en couleur. J'ai fait un dessin dernièrement que j'ai mis en couleur, et puis voilà, il y a une personne qui m'a dit tiens, j'aimerais bien savoir faire ça. Et il se trouve que je l'avais déjà enregistré en fait, ma méthode là. Mais là, je voulais la partager du coup et faire ça un petit peu mieux. Alors, j'utilise quel logiciel? C'est Clip Studio Paint. Donc, on va aller dans l'App Store. Clip Studio Paint, il apparaît ici, appelé encore aux US Manga Studio. Donc Clip Studio Paint, vous pouvez le télécharger gratos et l'utiliser pendant 6 mois. Donc ils doivent marquer ça quelque part, j'imagine. Et c'est vrai qu'il a une note un peu bizarre, je dirais, parce que c'est quand même le logiciel le plus pro. Il n'y a aucun logiciel qui le dépasse sur iPadOS ou iOS. C'est clair, Photoshop, c'est de la merde. À la limite, Affinity, encore pas trop mal. Mais il n'y a aucun logiciel pour moi qui dépasse Clip Studio Paint au niveau professionnel pour l'iPad Pro. Aujourd'hui, c'est-à-dire en août 2019. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous téléchargez, vous l'utilisez pendant 6 mois, vous allez voir ce que ça donne. Si ça vous botte, si ça vous botte pas, j'ai mis en place une petite souris ici. Et du coup, c'est pour vous permettre de voir un petit peu ce que je fais. Et alors, la première étape avant de faire de la couleur, donc c'est ouvrir Clip Studio Paint une fois que vous l'avez téléchargé. Enfin, une fois que tu l'as téléchargé, hein, parce qu'on va arrêter de se voyer, c'est chiant. Alors, il se passe quoi ici? Les actualités, on s'en fout. Il y a plusieurs choses à savoir dans Clip Studio Paint. Moi, je bosse sur iPad Pro. J'ai un clavier USB juste en dessous. Je bosse sur un plan incliné à 45 degrés à peu près. Et sur mon bureau où je bosse debout ou assis. Alors, tout d'abord, l'interface. Vous avez des fenêtres, la toile, l'espace de travail, blablabla, des outils. Par exemple, les outils qui sont ici. Alors là, je vais prendre le stylet. Et vous pouvez cliquer sur le tout au-dessus là. Parce que si vous appuyez sur Tab, donc là, sur votre clavier, l'espèce de flèche qui est tout à gauche là, ça va rapetisser toutes les fenêtres, sauf la fenêtre de travail, d'accord? Donc c'est ces petites flèches là, vous pouvez rapetisser ici ou agrandir. Et Tab vous permet de bosser sur une plus grande surface avec le même outil. Et ça c'est pas mal. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Donc l'espace de travail, ici moi j'ai appelé mon espace de travail Obo, c'est-à-dire ça va être l'interface, la disposition des fenêtres, etc., etc. Donc vous pouvez enregistrer l'espace de travail une fois que vous l'avez mis en place, c'est-à-dire que vous allez ouvrir certaines fenêtres. Celle qui nous intéresse ici, c'est ensemble de couleurs, disque chromatique, navigation pour naviguer dans le dessin ou éventuellement faire des effets de miroir, la taille du pinceau, les propriétés de l'outil. Donc vous ouvrez toutes ces fenêtres et en fait, une fois qu'elles sont ouvertes, elles seront peut-être ouvertes comme ça. À cet endroit-là, vous les prenez, un glisser-déposer et vous les mettez où vous voulez. Donc moi j'ai cette disposition-là qui marche bien pour moi. Il y en a peut-être une autre qui marchera bien pour vous. Tous mes outils, toutes mes têtes sont à gauche. Parce qu'en fait avec mon doigt et ma main que je pose des fois ici sur l'iPad Pro, ça va ouvrir ou changer d'outil. Donc j'ai tout mis à gauche. À droite. Donc ici j'ai mis toutes des fenêtres que j'utilise assez peu à vrai dire. Mais il y a une fenêtre qui est super intéressante qui est la fenêtre script et on va y revenir tout à l'heure.
Donc la disposition, une fois que vous avez tout disposé, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, vous enregistrez l'espace de travail et vous pouvez très bien bosser sur un espace de travail plutôt orienté BD. D'ailleurs, hop. Ou un espace de travail dédié à l'illustration, un espace de travail dédié, j'en sais rien moi, au web par exemple, si vous faites du web design. Et il va vous ouvrir automatiquement toutes les fenêtres au bon endroit. Donc ça, c'est la première chose, la disposition. La deuxième chose, donc la disposition, les fenêtres, l'espace de travail que vous enregistrez pour avoir toujours la même configuration. La deuxième chose dans Clip Studio Paint, c'est qu'il merde un peu au niveau des raccourcis. Comme s'il ne captait pas que vous avez un clavier AZERTY. Enfin, à moins que vous ayez un clavier QWERTY, donc là, tout va se passer très bien. Donc, sur un QWERTY et un AZERTY, en gros, vous avez le Q, le A, le Z qui sont inversés. Et donc, tout ce qui est... par exemple, si je veux tout sélectionner, ça va être commande A pour All, commande plus All. Et si je lui dis, si je lui tape moi commande A, en fait, il considère que c'est un commande U, quoi. Là, j'ai tapé commande Z et il considère que c'est un commande W, comme si j'avais un clavier QWERTY. Donc, vous avez 2-3 raccourcis à changer, sinon c'est un peu la merde. Et donc, c'est tout ce qui concerne le Q, le Z et le A, en fait, qu'il faut inverser. Alors, des fois, il va vous dire oui, ce raccourci existe déjà, c'est pas grave, vous le changez quand même. Et ça va être en zone de sélection, tout sélectionné. Ça va être aussi en fichier pour le fermer un fichier, commande W. Ça va être aussi tout ce qui est revenir en arrière. Donc ça va être dans l'édition, je pense. Tout ce qui est annulé. Donc là, il faut changer le raccourci aussi, commande Z. Ou alors rétablir, Shift, commande Z. Et accessoirement, moi j'ai d'autres raccourcis que j'ai mis. Puisque Clip Studio Paint à la base c'est Manga Studio, c'est fait pour faire du manga. Donc on peut gérer toute une histoire, c'est-à-dire des pages. Et c'est vrai que la page précédente, j'ai décidé de la mettre sur Q. Donc sur un clavier QWERTY, ce serait le A. Et la suivante sur S. Donc ça me permet de changer de page assez facilement. Et il y a également dans l'affichage, j'ai décidé de lui dire ajuster à l'écran, donc c'est pomme 0, là on est d'accord, et taille d'impression pomme 9. Le 9 est juste à côté du 0, donc comme ça c'est nickel. Voilà, donc après avoir vu l'interface, quelques changements de raccourcis qui sont, puisqu'ils ne captent pas qu'on a un clavier AZERTY. On va passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la couleur. En général, vous ouvrez un document que vous avez scanné. Ouvrir. Donc là, c'est celui-là par exemple. Donc qui est en TIFF et qui est scanné en résolution 300. Donc si je mets pomme 9, il va me donner la vraie taille. D'accord. Pomme 0, ça s'adapte à l'écran. Ici pomme 9, donc on peut revenir à la vraie taille en cliquant là ou là. Si jamais vous bossez sur votre dessin, vous pouvez faire des effets de miroir, d'accord, pour vous apercevoir que effectivement là j'ai peut-être un petit problème de symétrie. Donc ça c'est un peu un plus, d'accord, c'est pas destructif. Et donc pour la couleur,
moi j'utilise quasiment tout le temps le même genre de calque en fait. Ce qui fait que j'ai toujours un calque couleur, un calque ancrage, etc., etc. Donc ce qui est génial, c'est de en fait ouvrir notre fichier de base, d'accord, qu'on va appeler ancrage. Donc là je vais OK. Et ça c'est une opération que vous aurez toujours à faire au début. Vous importez votre fichier ancrage, c'est lui qui va donner la taille de votre dessin final. Ici, la résolution d'image ou la taille de toile finale en centimètres 25-36 puisque je suis en format B4, je ne suis pas en format A3. Et donc ça c'est un truc à checker peut-être. Hein. Résolution d'image, résolution 300, ça si vous commencez à bosser sur du 72 pour de la presse, ça va pas le faire. Ok. Donc une fois qu'on a vu ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va bosser en couleur. Ici, vous avez affichage. J'ai envie d'utiliser un profil couleur et de mettre en mode aperçu. Et lui va me dire quel aperçu tu veux, Adobe RGB, ou alors moi j'ai envie d'avoir un aperçu qui se rapproche le plus de la presse française. En général, c'est du faux gras 39, mais là il n'est pas dispo, donc on va mettre du faux gras 27, ok, en colorimétrie relative. Et ça peut quand même vous changer pas mal vos couleurs. Un autre truc à checker aussi sur l'iPad Pro, ici si je laisse appuyer sur luminosité, c'est qu'on ne soit pas en mode night shift parce que ça va tout jaunir, d'accord. Donc ici on est dans du bleu, si je mets night shift, on part tout de suite dans du jaune, ok. Et donc du coup vous allez faire des couleurs moins jaune, plus bleu, alors qu'en fait normalement vos vraies couleurs c'est ça quoi, d'accord. Donc on check ça. Et ensuite, à partir du moment où on est ici, on va directement enregistrer sous un mode qui va nous permettre de garder tous nos calques, comme le mode .psd sur Photoshop. Ici, on va enregistrer en mode Clip Studio Format, qui va nous permettre de garder tous nos calques. Donc après ça, vous l'appelez comme vous voulez. Test. Couleur, vous n'êtes pas obligé de mettre l'extension. L'extension, c'est celle-là. Enregistrer. À partir de ce moment-là, à chaque fois que je vais enregistrer, et je vous conseille d'ailleurs dans les préférences de faire un enregistrement dans fichier ici, automatique toutes les 15 minutes. L'iPad Pro, il n'est pas non plus... bon, ça tourne pas mal, mais c'est pas non plus un foot de guerre. Si vous mettez toutes les 5 minutes, vous bossez sur un gros fichier, ça va être merdique. Ça va être chiant, ça va être long. Donc j'ai décidé de mettre toutes les 15 minutes. En 15 minutes, j'avance pas mal. Si je considère que j'ai avancé suffisamment, je fais un pomme S et ça va sauvegarder le fichier. Mais c'est vrai que là, ça m'a sauvé quand même une ou deux fois la mise. C'est arrivé que j'ai des plantages au tout début de Clip Studio Paint. Maintenant, ça n'arrive plus. Donc, sauvegarder de temps en temps automatiquement, c'est super. Une fois que vous avez appelé votre ancrage, ce qui serait bien, c'est d'avoir en un seul clic déjà tous nos fichiers, tous nos calques de près pour faire de la couleur. Parce qu'on est dans un workflow, on va dire blablabla. On a envie que ça speed toujours plus. Et donc en un clic, moi j'aime bien avoir ici un script où dès que je clique, en fait, il va me faire par exemple tout ça d'un seul coup. Ou si je veux un calque ancrage, blablabla,
il va me faire il va me créer tous ces calques d'un seul coup, en un seul clic. Ou si je veux de la trame, ou si je veux du dessin. Si je veux faire de la couleur par exemple, je clique là-dessus, je lance play et il me sort tous mes calques direct. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire ici. Donc une fois qu'on a un petit récap, une fois qu'on a géré l'interface, enregistré l'interface en espace de travail, qu'on a importé notre calque d'ancrage, qu'on l'a appelé ancrage, qu'on a sauvegardé sous un fichier, donc Clip Studio Paint, et qu'on a mis l'affichage en profil des couleurs aperçues, d'accord? On peut mettre en place, est-ce que j'ai rien oublié? Ouais, non, c'est bon, on peut mettre en place un script. Alors, salut, toujours là pour essayer de faire un script nickel pour la mise en couleur sous Clip Studio Paint à partir d'un ancrage noir et blanc. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord créer un calque qu'on va appeler calque, qui va s'appeler tout seul d'ailleurs, calque 1. Ça permet d'avoir une base à laquelle on va se référer pour créer des scripts. C'est-à-dire que quand vous enregistrez, si vous demandez à Clip Studio Paint de faire toutes ces actions-là, souvent il commence par se référer à un calque et c'est beaucoup plus simple si ce calque est le calque basique de Clip Studio Paint, c'est-à-dire un calque basique qui s'appelle calque 1. C'est pas un calque de remplissage, c'est pas un calque de je sais pas quoi, c'est un calque basique qui s'appelle calque 1 avec une majuscule au début. D'accord? Donc bam, on peut commencer à cliquer sur un autre calque et on commence à enregistrer dans notre groupe qu'on a créé ici, dans notre action, dans notre ensemble d'actions automatiques. Je l'ai appelé couleur, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Donc on enregistre toutes les prochaines actions. Par exemple, je clique sur le calque 1 et lui, il voit que j'ai changé de calque d'édition, d'accord? Donc il va toujours commencer son action à partir de ce calque-là. On vérifie bien que ça tourne. Ok. De quel calque je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'un groupe de calques tout en bas qui sera le calque couleur, mais je peux, la base de la base finalement, c'est d'avoir un calque de papier, puisque tout ça va être rendu transparent plus ou moins. Donc on va lui mettre un calque papier qui va être blanc, hein, d'accord? On est bien dans le coin en haut à gauche. Parfois je mets un calque jaune, ça m'arrive, mais de toute façon mes couleurs elles vont être opaques, donc la couleur, ça va virer. Par contre, tant qu'on va bosser, à partir du moment où le blanc là sera transparent, il faut un fond, d'accord? Donc c'est ce fond papier qui va être mis. Ce papier il se retrouve automatiquement tout en bas. Vous ne pouvez pas le déplacer. Vous voyez qu'il ne propose pas de marge rouge, de ligne rouge. Il reste tout en bas, d'accord? C'est automatique. Donc je me remets sur le calque 1 et je vais lui créer un groupe qu'on va appeler directement couleur. Alors, pardon. Mon clavier Bluetooth n'était pas activé. Couleur, entrée. Le calque, on voit qu'il est le groupe de calques, pardon, on voit qu'il est déplié avec la petite flèche vers le bas. Donc les prochains calques que je devrais créer à l'intérieur, seront à l'intérieur de ce groupe. Je crée un nouveau calque ici, je double-clique pour changer de nom. On va l'appeler fond. C'est toujours intéressant d'avoir un fond par-dessus lequel on va créer un nouveau calque qui s'appelle, on double-clique, perso, entrée. Et c'est toujours intéressant de distinguer un peu les deux. Ce
qui nous permet de changer le calque de fond si on veut changer la couleur, si on veut faire une opération dessus, c'est beaucoup plus simple. Pas besoin de 36 000 calques. À un moment, j'avais un calque dents, un calque œil, un calque peau, un calque cheveux. Là, c'est prise de tête pour rien, quoi. Après, parce qu'il faut toujours sélectionner le bon calque, on finit toujours par mettre des cheveux sur le calque des dents, etc. Donc ça, c'est... Vous pouvez oublier ce truc-là. Hein. En général, c'est prise de tête pour rien. Less is more. Donc, un calque perso, un calque fond, c'est largement suffisant en règle générale. D'accord ? Après, si vous avez toujours des personnages qui reviennent et que vous voulez bidouiller sur vos personnages, vous pouvez très bien faire un personnage ours ou je sais pas quoi, un personnage lapin, sur lesquels vous bidouillerez. Pourquoi pas. Au-dessus de ces deux calques, je crée un calque qui va être uniforme, donc on va le remplir d'une certaine couleur, qui va être pour le calque des ombres DBD 6. Alors moi, ça c'est la couleur que j'utilise, qui est ni trop bleue, ni trop froide, ni trop chaude ici. Hein, c'est un peu juste le milieu. Elle est un poil violette quand même, puisque les ombres, c'est quand même pas mal qu'elles partent dans le bleu. On pourrait faire partir tout ça dans le gris, mais du coup, ça va rendre le dessin un petit peu plus fadasse. Si vous avez une ombre qui part un peu plus vers le violet, comme ça, pour la peau, c'est pas mal. Et moi, c'est surtout ce qui m'intéresse. C'est un perso qui soit avec des couleurs sympas, quoi. Faire partir trop dans le gris, ça va rendre la peau fadasse. Faire partir dans le violet, ça va être plus intéressant. Vous pouvez faire partir un peu plus dans le rose, après c'est vous qui voyez, quoi. C'est pas, là, c'est ce que j'utilise moi. Et je trouve que ça marche pas mal. Peut-être demain, je changerai de couleur. Tout est impermanent, n'est-ce pas? Qu'est mon calque d'ombre? En fait, il n'est pas en mode normal, puisque du coup, là, on voit plus rien. Il est en mode produit. C'est-à-dire que il est transparent. Alors là, je vois plus ce papier-là, c'est peut-être à cause de ce calque-là. Ou à cause de mes calques fonds et perso. Donc on retrouve cette couleur-là, c'est-à-dire que au niveau du masque ici, on a de la matière. Si j'appuie sur Del, là sur mon clavier, ah tiens, il ne peut pas me sortir, c'est bizarre. Si j'appuie sur Del, sur mon clavier, alors on va par exemple appeler ce calque ombre. D'accord, je clique sur entrée. Mais Del, pour vous rappeler, c'est ça. Hein. Vous avez des fois une touche supprime, mais la touche Del, delete, avec mon superbe accent, c'est celle-là. Donc ombre, je clique sur entrée pour confirmer mon nom de calque. Je clique sur le masque et pas sur la couleur. Donc je clique sur le masque et j'appuie sur entrée. Hop, c'est-à-dire qu'il efface tout ce qui est à l'intérieur du masque. Donc on part sur un calque qui n'a rien à l'intérieur. On crée un deuxième calque de remplissage d'une couleur qui va être la couleur des éclaircissements. Alors vous allez voir que 989 98E, c'est une couleur pour des éclaircissements qui est assez bizarre. C'est une espèce de jaune, parce que le jaune c'est l'inverse du bleu. Vous voyez que je suis quasiment à l'opposé. Mes ombres, elles sont là, mes éclaircissements, ils sont là. Le jaune, c'est une couleur chaude, c'est une couleur qui va paraître un petit peu au-dessus, entre guillemets, naturellement. Ok. Donc on voit qu'ici, pareil, mon masque, il faut que je le delete, enfin il faut que je vide ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce calque-là, par contre, vous avez vu que c'était une couleur un peu bizarre pour des éclaircissements. Mais ce qui va faire que ça va rendre en éclaircissement, c'est qu'on va le mettre en mode écran. C'est-à-dire c'est une espèce de mode flashy. Quelle que soit la couleur, même une couleur assez foncée, finalement ça va être un petit peu flashy. Et ce calque-là, je vais l'appeler High comme highlight, haute lumière, éclaircissement.
D'accord, moi je mets high parce que c'est souvent plus rapide à taper qu'éclaircissement, c'est hyper lent. Et puis si on a une petite fenêtre ici de calque, on voit que le début du titre, donc je mets entrée pour confirmer. Voilà, ok. Donc si je retourne sur tous mes calques, on est reparti, je sélectionne le calque couleur qui est fermé, mais bon, ça va peut-être un peu bugger là-dessus. Et je vais créer un groupe de calques auquel je vais donner directement le nom de Ink. Entrée, j'aime bien l'appeler Ink. C'est plus court que ancrage, et puis ancrage, je sais pas trop pourquoi j'aime pas trop. Donc, si vous regardez bien ici, mon ancrage, en fait, il n'est pas tout à fait... Alors, il n'est pas tout à fait noir, par exemple, au-dessus, ici, et il n'est pas tout à fait blanc, ici. Donc, j'ai besoin, dans ce calque que j'appelle ancrage, de changer un petit peu tout ça pour avoir des noirs bien noirs, des blancs bien blancs. Avant tout, on va vouloir que tout ce groupe d'encre ici soit transparent pour qu'il laisse passer à travers le blanc en fait la couleur. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le groupe en mode produit. D'accord? Et dans ce groupe-là, en fait, moi je vais avoir besoin de corriger la luminosité, non, les niveaux, pardon, de mon calque d'ancrage de base. Donc je vais créer un calque, ok, on va le laisser basique, de toute façon il n'y a rien en dessous. Et ce calque-là, en général, je vais l'écréter. Là, il est en gris parce qu'il n'y a rien en dessous. C'est-à-dire qu'il va agir uniquement sur le calque du dessous qui va être notre calque d'ancrage de base. Je ne le déplace pas tout de suite puisqu'on est dans le script et que si je le déplace, c'est comme si je lui disais tu me prends le calque rentrée fluide glacial et tu me le mets là. Mais le prochain projet que j'aurai, il s'appellera pas comme ça. D'accord? Donc du coup je mets rien, enfin je le fais pas maintenant. Mais ça on verra à l'étape 2. Donc une fois que ça c'est corrigé, par-dessus le calque ink, j'ai encore deux autres touches. C'est-à-dire que je vais créer, donc ça on va le fermer. Je vais créer un nouveau calque de remplissage qui sera jaune pour donner une petite touche vintage, une petite touche jaunie. En revanche, si c'était un coucher de soleil, peut-être que je donnerais une petite touche orangée. Si c'était la nuit, je donnerais peut-être une petite couche bleue. Si c'était un truc un peu cul, je donnerais peut-être une petite couche rose. Ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse la lumière, la couleur que j'utilise, moi, c'est celle-là, mais elle peut assez varier. Je l'appelle directement vintage. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Et on va la mettre en mode produit, mais c'est quand même très très jaune, donc on va diminuer à 30 ou 33% sa couleur. Comme j'ai pas envie qu'elle soit activée, comme ça me permettra de faire mes couleurs tranquillement sans avoir cette notion de jaune, je la désactive. Je vous rappelle que l'iPad Pro, si on clique assez longuement ici, il peut être en mode night shift, c'est-à-dire que là j'ai des couleurs assez bleues, assez basiques. Si je mets le mode night shift pour la nuit, je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé en couleur jaune et ça va tromper l'œil, ça va tromper mes couleurs. Je vais utiliser des couleurs du coup qui vont être plus bleues. Et le jour où je vais exporter, ça va me sortir d'une couleur toute bleue. Alors que moi j'aime bien le jaune. D'accord? Donc on désactive ça. Hop, on revient sur Clip Studio Paint. Et comme je bosse pour de la presse, et que ici je suis sous un écran avec une luminosité qui vient par derrière,
Souvent sur la presse ça devient un petit peu mat, donc je rajoute encore par-dessus ici un calque de correction où je vais lui dire ma luminosité, j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus forte, mais ça ce sera au cas par cas. Parce qu'en fait quand on imprime un document ici, il paraît tout joli, il paraît super lumineux parce qu'il y a la lumière qui vient de derrière, de dessous entre guillemets. Et puis une fois imprimé, il paraît un petit peu fadasse, un petit peu foncé, donc souvent j'augmente la luminosité ici. Et j'ai pas envie que ce soit visible dès le début, donc je le masque. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Hop, on a ici tous nos calques. Si je déplie tout ça, on a donc à la base du papier. Je vais l'arrêter là, le script, parce que c'est fini. On a la base du papier. Hein. Le calque 1, il sert à rien. C'est juste un calque basique, on peut le jeter. Ça, c'est mon ancrage qui va venir se mettre en dessous. Alors, vous voyez qu'ici, je suis dans le groupe de calque couleur. Ça fait un rectangle. Là, je suis entre la couleur et le ink, et le groupe de calque ink. Ça fait une barre jusqu'au bout. Et là, je me retrouve dans le groupe ink. Ça fait une barre rouge qui passe sur toute la largeur. Hein. Elle s'arrête ici. D'accord. Donc je le mets juste en dessous. On voit que l'écrêtage est passé du gris au rouge. C'est parce qu'il a son petit copain en dessous. Donc cette correction de niveau, maintenant je peux la corriger. Je vous avais dit que ici je trouvais que c'était pas assez noir, ici pas assez blanc, donc je double-clique ici pour corriger les niveaux. On voit qu'il me dit il y a du noir qui est presque noir, hein, ici, mais pas tout à fait. Et si vous regardez bien ici, je prends ma flèche, je passe par-delà cette petite bosse et c'est devenu noir. Par contre ici c'est un petit peu gris très 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 clair. Vous avez dans mes blancs du gris très très clair, mais il n'y en a pas des masses. Donc ça, j'ai pas envie de l'avoir. Ça va me ternir mon image. Et si je laisse du noir, presque noir, mais pas tout à fait gris, enfin l'intérêt d'avoir du noir bien noir, c'est que normalement vous êtes quand même pas trop obligé de mettre une couche de gris de soutien, quoi, du coup. Hein, parce que je vous rappelle que si vous mettez de la couleur ici, qui est en CMJN, en impression, va se superposer au noir, vous allez avoir un noir plus foncé finalement, ici, et ça peut se voir entre le noir par-dessus lequel vous n'avez pas mis de couleur. Donc du coup, on pousse les noirs, normalement ça limite ce problème. Donc là on peut mettre OK. On a donc dossier 1, c'est quoi ce truc là? J'ai dû faire un bug à un moment donné, ou faire un double clic. Si jamais vous êtes planté, hein, rien ne vous empêche d'arrêter le script ou de rechercher ici. Là on part de calque, on part de nouveau dossier, couleur, ok, nouveau dossier, enfin bon bref, si vous avez une opération en trop, rien ne vous empêche de la sélectionner ici et de la supprimer ici, d'accord? Je sais pas d'où il venait ce dossier, j'ai dû cliquer 2 fois à un moment donné. Donc on a un fond coloré sur lequel il y a un personnage coloré et sur lequel on va rajouter des ombres en mode produit avec une couleur un petit peu violette, sur lequel on va rajouter des éclaircissements en mode écran avec une couleur bien space mais un petit peu jaune, d'accord, chaude. Ça c'est mon calque couleur et vous avez votre ancrage ici. J'aime bien, pour le repérer facilement, lui mettre une espèce de, enfin une couleur, mais ça met pas du tout de couleur ici, hein, c'est juste dans la liste. Ici c'est pour se repérer, là également. Moi je mets du jaune, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Et pour unifier toutes les couleurs, on a donc une base, un calque un peu jaune, mais avec un pourcentage de transparence assez bas en produit. Donc la couleur jaune de base ici. Vous pouvez mettre autre chose comme couleur. Et il y a un calque de luminosité ici pour pousser un petit peu la luminosité. Là c'est à 0 en général. Je la pousse de 10, 20, 30%. Ça dépend comment je sens. Là c'est à bidouiller un petit peu. Si vous avez une luminosité ici qui est là, forcément ça va mal se passer. Parce que du coup vous allez faire un dessin très terne. Si vous avez une luminosité qui est ici, ça va aussi mal se passer parce que du coup vous allez faire des lumières complètement folles, des couleurs complètement folles, puisque vous allez rechercher en fait de la lumière. Donc essayez d'avoir quelque chose de moyen. Moi en général je me mets au milieu du petit soleil, hein, et j'ai des résultats assez basiques. Après bon, vous pouvez vous amuser à essayer de calibrer un iPad Pro. Nativement c'est quand même pas trop mal, je trouve. Donc voilà, nous sommes prêts à utiliser ce script qu'on vient de mettre en place. Et donc pour le tester, on va revenir tout au-dessus de notre historique ici, hein. C'est la fenêtre historique que j'ai ici. Donc le tout début, je sais pas trop où c'était. On en était là, d'accord, au tout début, et on disait qu'on allait se baser sur le calque 1 avant de lancer tout script. On se base sur le calque 1. Vous sélectionnez votre script, ça peut être n'importe quoi, un script adapté au web design, à la BD, ça peut être juste un script, à un moment donné j'ai coupé mes scripts en petits bouts, juste un script de trame, un script de dessin de base pour les croquis, un script de référence si on veut se référer à un décor, un script de BD couleur, enfin de couleur pour la BD ou de couleur pour les illustrations, un script de bulles avec des cadres, de vignettes. Donc j'avais décidé à un moment donné, pour simplifier tout ça, de couper mes scripts en petits bouts. Ce qui est beaucoup plus simple une fois que vous voulez changer, par exemple celui-là, si vous voulez le remplacer et le refaire. Parce que par exemple avant vous utilisiez un calque pour les cheveux, un calque pour la peau, un calque pour les dents, et puis du coup vous avez simplifié tout ça, et du coup c'est beaucoup plus simple de refaire un script quand ils sont comme ça coupés en petits bouts. Et là on peut lancer le script. Alors souvent il y a quelques petits bugs. Là il n'y en a pas eu, donc ça me paraît être un script quasiment parfait, que je vais essayer d'exporter pour que vous puissiez le choper, mais le mieux c'est de le faire quand même vous-même, comme ça vous apprendrez un petit peu plus. Voilà, une fois que vous avez lancé votre script, alors il faut faire attention de ne pas double-cliquer, sinon il vous le lance deux fois, auquel cas il faut revenir en arrière avec l'historique. Une fois que vous avez lancé vos scripts, vous n'avez plus qu'à prendre votre calque d'ancrage, hein, qu'on peut mettre ici en jaune, et le déplacer sous le calque d'écrêtage, qui devient rouge du coup ici. Alors si, il m'a quand même bugué 2-3 trucs, c'est-à-dire que ce calque-là, Vintage et Luminosité, normalement ils sont au-dessus, donc j'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner deux calques en même temps, qui deviennent bleus, je les déplace les deux d'un coup au-dessus. Voilà, c'était juste le truc un peu qu'il n'a pas capté. Donc j'ai un groupe couleur, j'ai un groupe ink, qui est bien en mode produit. À partir de ce moment-là, si ça on le retouche plus trop, on peut le verrouiller, comme ça on est sûr qu'on bousille pas notre ancrage. Voilà, la dernière chose à faire éventuellement, c'est de virer le calque numéro 1. À partir de ce moment-là, vous êtes prêt
à la mise en couleur. Donc qui sera l'étape suivante. En tous les cas, vous pouvez importer maintenant, dès que vous voulez bosser, faire une mise en couleur, vous importez votre projet, fichier importer image. Moi j'ai mis une touche de raccourci commande F. J'aurais bien voulu mettre commande D comme dans InDesign, mais bon, ça marche pas, donc je vais aller lui faire chercher found ou find un ancrage et puis il va me l'importer et on vérifiera éventuellement au tout début qu'on est bien à la bonne résolution, à la bonne taille de toile. Et ne pas oublier d'enregistrer tout ça au format Clip Studio Paint, ce qui est déjà fait je crois. Si jamais c'est pas au format Clip Studio Paint, quand vous faites pomme S, vous voyez qu'il y avait une petite étoile ici avant, et la petite étoile a disparu, ça veut dire que c'est enregistré. D'accord. Et si c'est pas au format Clip Studio Paint, il va vous dire au fait, si j'enregistre maintenant, ça va tout aplatir, ça va bousiller tous les calques. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Oui, non. Ok, prochaine étape, mise en couleur. Je crois qu'on a fait le tour, voilà. Des scripts, de tout ça.